que TikTok et tout, c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Alors, je vous prends en sujet d'entrée, président Madakani, en quelques 2 minutes seulement, l'affaire Glencore. Ma question, et si les panafricanistes avaient raison? On a toujours eu raison. Le drame, c'est que, vous allez m'excuser, la structure médiatique du Cameroun est anti-panafricaniste. C'est le problème. On ne comprend pas que les médias camerounais ne valorisent pas un mouvement qui a changé l'Afrique, qui a changé le monde. Vous dites, quelque part, l'indifférence affichée et délibérée des médias dominants à l'égard du panafricanisme contraste avec l'impact retentissant de l'action panafricaniste sur le continent ces 13 dernières années, comme en témoignent les résultats engrangés jusqu'ici, qui sont le témoignage le plus objectif de la pertinence de l'action géopolitique et stratégique du renouveau panafricaniste. Qui peut contester ça? Qui peut contester? Mais posez-vous la question, pourquoi les médias camerounais dans l'ensemble sont anti-panafricanistes? L'homme qui vous parle est interdit dans un média très très connu depuis 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'on considère que j'attaque la France. C'est incroyable. Je ne vais pas citer le nom. Mais vous connaissez. C'est le média je parle. Donc, voyez à quel niveau... Nous suivons votre regard. Voilà. Voyez à quel niveau on se trouve. Donc, Glencore, c'est ce que nous disons depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est le rapport, c'est un rapport historique et géoéconomique sur lequel il faut s'arrêter. Comment nous avons du pétrole? Ça ne nous rapporte rien. Comment nous avons du pétrole? Nous n'arrivons pas à créer un rapport de force qui nous permette de nous enrichir financièrement, de nous enrichir technologiquement et de maîtriser tous les métiers liés au pétrole. Comment expliquer ça? Ça explique la brutalité du monde, l'iniquité des thèmes de l'échange entre les pays africains, mais surtout aussi l'inconsistance de l'endocolonial local qui est incapable on en parlera justement. Qui est incapable de s'approprier les dynamiques internationales, malgré tout le bruit qu'ils font dans le discours, y compris l'endocolonial de Yaoundé. Et vous avez dit justement, parlant du pétrole et de la géopolitique du pétrole, bien sûr. Vous avez dit que le président Diomaye Faye au Sénégal doit savoir que ce n'est pas avec un audit qu'on peut restructurer. C'est un fait. C'est un fait. C'est un rapport. On construit un rapport de force. Et ce rapport de force-là, il est basé dans la capacité à construire un consensus social qui permet d'éviter les dynamiques de division dans lesquelles les majors pétroliers sont des spécialistes. Ce sont des seigneurs de la guerre. Quand un major vient dans votre pays, il vous connaît déjà, il connaît vos problèmes. Et lorsqu'il vient parler avec un dirigeant, il a déjà activé des contre-feux, les leviers qui lui permettent d'éteindre le dirigeant. C'est comme ça qu'on va financer vos opposants. On va lever une société civile de guichet qui va chercher l'argent pour bavarder et dire des bêtises. On va vous actionner des bêtises sur les droits de l'homme, etc. Si, avec un tel niveau de fragmentation, je ne voudrais pas parler de la pauvreté endémique, vous êtes en position de faiblesse pour discuter. Et généralement, nos dirigeants qui courent après les devises n'ont pas le temps de construire un véritable rapport de force, n'est-ce pas, pour s'imposer au major. Quelqu'un comme Kadhafi, Muammar Kadhafi, en son temps, après le coup d'État qu'il a fait, je crois, contre, si mes souvenirs sont bons, le roi Idriss, n'est-ce pas? Mais dites-moi comment Kadhafi a réussi à imposer aux majors occidentaux un rapport 80-20. Oui. Comment il a fait? Rapport de force. Oui, mais comment il a fait? Mais c'est clair. C'est clair. Il a dit, bon, ok, c'est à prendre ou à laisser. Et je vous dis, dans ce rapport, les majors gagnent toujours. Vous imaginez, non, la part des richesses qu'on nous prend? Si dans un rapport 80-20, Kadhafi a fait ce qu'il a fait, et les majors continuent à gagner, vous imaginez comment l'argent qu'on nous prend? Donc vous voyez très bien que... Et dans l'affaire c'est là que le panafricanisme est important. Il ne s'agit pas d'unir tous les pays. Le Nkrumahisme était noble dans sa pensée, mais dans le fait, c'était un peu utopique. Il a montré c'était un peu utopique, mais vous ne pouvez pas vous amuser à ne pas panafricaniser vos stratégies face aux majors pétroliers. Dans un monde globalisé, c'est de la folie. On ne comprend pas que les États africains continuent à réfléchir de manière nationale dans un contexte de globalisation sur des chapitres comme le pétrole et toutes les matières premières. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'ils ont fait face à beaucoup de violence, on a assassiné des présidents, on a désintégré les sociétés, mais il faut toujours lutter. J'ai donné le cas du colonel Kadhafi, ce n'est pas le seul cas. Donc avec une certaine témérité, une bonne organisation sociale, une capacité à construire du consensus politique dans un pays, on peut obtenir des choses. Dans l'affaire Glencore, par exemple, le premier communiqué produit par l'entreprise était une sorte de déni. Non, nous ne nous reconnaissons pas là-dedans, c'est une affaire qui ne nous concerne pas. Et par la suite, il y a un deuxième communiqué qui dit plutôt nous suivons de près cette actualité et nous allons traduire devant le TCS toutes les personnes qui seront impliquées. À quel moment
les panafricanistes peuvent-ils se soulever véritablement pour exiger de l'État camerounais et surtout la SNH de jouer un véritable rôle pour que le Cameroun rentre dans son droit? On a exigé, j'ai donné de la voix dans ce dossier. J'ai donné de la voix dans ce dossier. C'est évident que, d'abord, ce sont des pratiques de milieu. J'ai fait des émissions sur cette affaire avec beaucoup d'autres avocats qui s'y connaissent un peu dans, parlons comme ça, le carcan juridique en matière de pétrole. On a fait des émissions là-dessus. Nous avons donné la voix à la conception panafricaniste de l'affaire. Elle est très simple. D'abord, on ne lutte pas contre la corruption dans le secteur pétrolier. C'est un secteur pratiquement corrompu. À la différence que la corruption est légale. Ça veut dire que le secteur est organisé autour de la corruption. Elle est légale. Simplement, souvent, la concurrence entre les majors peut amener, n'est-ce pas, c'est que les démarches aillent au-delà du cadre convenu. Vous voyez un peu. On avait ça dans Glencore. Et c'est lié au fait que nos fonctionnaires sont ce qu'ils sont. Donc, ils n'ont pas souvent le sens de l'intérêt national. Ils ne sont pas des patriotes et ils préfèrent l'argent à leur pays. C'est pourquoi vous pensez qu'il faut une nouvelle classe de dirigeants, une nouvelle fonction publique. Il faut une nouvelle fonction publique. Il faut rétablir et restaurer la déontologie fondamentale de la fonction publique. Il faut être radical sur le fait qu'un fonctionnaire ne doit pas faire des affaires. Je dis extrêmement radical. Vous voulez vous enrichir, allez faire autre chose que la fonction publique. La fonction publique, la priorité, c'est la noblesse, c'est le service public. On ne vient pas s'enrichir. Donc, vous regardez notre pays, on a autorisé des ministres à faire des affaires de cette façon, on voit ce que ça donne. C'est un scandale. Alors, le cas de Glencore est clair. Jusqu'à ce qu'il y ait conflit entre le PCA et le directeur général, il y avait un certain silence qui arrangeait les deux entités, les deux têtes. Mais lorsque l'affaire évoluant, les vérités sortant, et que l'un a compris que cette affaire-ci risquait de lui causer beaucoup de problèmes, a voulu prendre les devants, il y a eu un conflit. Et du coup, d'abord, l'information étant dehors, la SNH a voulu se racheter. Puis deuxièmement, le conflit interne à la SNH au niveau des deux têtes, n'est-ce pas, a précipité tout ce qu'on est en train de voir. Mais c'est surtout parce que l'affaire est éclatée en Occident et que Glencore a été pris la main dans le sac. Mais ce que Glencore a fait, quel major ne le fait pas? Mais finalement, pourquoi c'est quand ça vient quel major ne le fait pas? De l'Occident? Une fois de plus, je répète que ce n'est pas une affaire de moraliser le secteur pétrolier. Il faut laisser ça à des gens comme Akere Mouna qui racontent. C'est bien ce qu'il a fait. Hein? C'est bien ce qu'il a. Je salue l'action qu'il a menée, mais dit qu'on peut moraliser le secteur pétrolier, c'est pas des gens pour les enfants. Dit qu'on lutte contre la corruption dans le monde, ça fait rire, tout ça. Mais de manière fondamentale, j'ai dit c'est une affaire de construire des rapports de force. Il faut que dans nos pays, des consensus sociaux soient construits. Kadhafi l'a fait. Quand vous regardez la redistribution du pétrole en Libye, c'est-à-dire que on n'exploite pas le pétrole dans une tribu, par exemple, dans un territoire dominé par une tribu, par exemple, c'est encore le lien associé. C'est comme ça qu'on construit du consensus social. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Du coup, tout le monde a intérêt. La notion de participation. Tout le monde a intérêt. Vous ne le touchez pas parce que tout le pays va se lever. Parce que les gens sont intéressés. Oui, ils sont intéressés. Lorsque vous avez un monopole... Ils sont partie prenante. Voilà, lorsque vous avez un monopole public centralisé autour du président, qui lui met de la peine à construire du consensus politique, il y a un moment où vous affaiblissez devant les majors. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une affaire d'expertise judiciaire, ce n'est pas une affaire de bâtir des contrats. Parce que ça sert de faire un contrat avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Les majors s'en fichent du contrat. Ce qu'ils les maîtrisent, c'est le rapport, je répète encore, rapport de force. Et savoir anticiper sur leur démarche, sur leur levier de guerre. Ce n'est pas le contrat. Tu vois pourquoi nous avons dit au Sénégal que ce n'est pas avec nous dites qu'on impressionne les majors. Peut-être que vous voulez changer un major à un autre, mais jusqu'à là, si vous exagérez, ils vont s'entendre contre vous. Ils ont de l'argent, ils ont de tout ça. C'est de bâtir le rapport de force. Au Cameroun, il faut saluer ça. Le président a fait, quand vous lisez le cadre, n'est-ce pas, légal qui encadre notre secteur pétrolier, vous voyez que le Cameroun a fait beaucoup d'efforts. Des efforts extraordinaires ont été faits, même dans le partage. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé. La SNH est passée d'un simple acteur pour devenir un acteur quasi global dans le domaine. Aujourd'hui, même il ne s'agit pas seulement de comptabiliser la part du pays. Aujourd'hui, il peut explorer, il y a des efforts ont été faits. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'argent dans le secteur qui m'ont dit, en la matière, le Cameroun a beaucoup fait. Mais malgré ça, le rapport de force n'est pas toujours en notre faveur. Et on voit l'affaire Glencore le démontre. Des agents de l'État qui
qui ne comprennent pas ce qu'on appelle les intérêts de l'État, qui ont un rapport à cette affaire incestueux avec l'argent. Avec l'argent, mais il n'y a qu'un même rapport aux intérêts du pays extrêmement désinvolte, basé sur le fait de s'enrichir à tout prix. Donc c'est ça le problème. Donc, vivement que la vérité surgisse et qu'on soit implacable à l'égard de